Ce trou qui semble sans fond, il vient d'apparaître en quelques instants. Impressionnant par sa taille, il a entraîné la disparition de 3 personnes. Je ne connaissais pas du tout ces phénomènes qui touchent en fait des endroits très variés. Salut, ces derniers temps, je suis tombé sur plusieurs images de ces espèces de gouffres qui s'ouvrent subitement à différents endroits. Ces trous impressionnants, ils peuvent causer d'importants dégâts sur des infrastructures ou des maisons par exemple. Et leur apparition me semblait assez mystérieuse au premier abord. On en a presque dans tous les pays du monde. Si on s'approche du bord en étant debout, on a le risque de tomber à l'intérieur. En fait, je me suis rendu compte que ces phénomènes bien réels touchent notamment des communes françaises et que plusieurs facteurs font craindre leur multiplication dans certains endroits. Derrière tout ça, il y a des processus naturels fascinants, mais aussi des actions humaines, vous verrez. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces trous géants? Je vous explique. Commençons en France, non loin d'Orléans, et concentrons-nous sur cette maison. En fait, elle va bientôt disparaître des images satellites. Et oui, elle disparaît bel et bien. Alors que s'est-il passé entre ces deux moments? Pour le comprendre, il faut remonter au 22 mai 2010. Ce jour-là, l'après-midi commence normalement dans ce quartier calme. Mais soudain, un fort craquement retentit et le sol s'effondre brutalement. Cette maison, elle est presque entièrement entraînée dans un immense trou, qui mesure environ 16 mètres de large pour 7 à 8 mètres de profondeur. Quand la dernière couche tombe, ça peut continuer à s'agrandir si on ne fait rien. Ça va dépendre du type de matériaux qu'on a. J'avoue que je trouve ça assez marquant et que ça m'a vraiment donné envie de plonger à la recherche d'autres cas. Ceux-ci peuvent être encore plus majeurs ou dramatiques, vous allez voir. Et pour ne rien rater de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Brut. Un effondrement, on en retrouve un ici au Pays de Galles fin 2024. En 2013, en Floride, c'est cette maison qui disparaît dans les profondeurs. En France, un autre effondrement se produit en janvier 2025 dans cette commune de Meurthe-et-Moselle. Et un autre en plein centre-ville d'Amiens en août 2019. Rien ne paraissait comme ça à l'extérieur, et puis d'un seul coup, bon voilà, ça s'est écroulé. Des effondrements comme ceux-là, j'en ai trouvé de quelques mètres de large à peine, mais aussi d'autres de plus de 10 mètres. Au Guatemala, il y en a un qui s'est ouvert donc dans les années 2010 en pleine nuit et ça a énormément choqué la population locale. Il faisait une trentaine de mètres de diamètre et il faisait presque 60 mètres de profondeur. Parmi leurs points communs, ils sont très souvent assez abrupts et apparaissent subitement. Et pour décrire plusieurs de ces effondrements, des scientifiques utilisent aussi le terme fontis. De loin, il n'est pas facile de déceler ce qui se cache à l'intérieur. À Lyon, ces dernières années, Catherine Potier a pu se rendre au plus près de plusieurs effondrements. Voilà à quoi ça ressemble quand on les découvre. Donc quand on commence à regarder un fontis, la première chose à faire, c'est de se coucher pour répartir sa charge. Et c'est un fontis qui a été découvert par hasard suite à des travaux. La dalle béton a été cassée, qui faisait un bon 2,5 mètres de profondeur. Donc, très souvent, je suis accompagnée d'équipes spécialisées avec des drones. On essaye d'estimer les premières dimensions pour avoir des idées de solutions ensuite. Sur toute la ville de Lyon, entre 1980 et 2017, sont recensés en moyenne entre 1 et 2 effondrements de ce type par an. Ils ont une largeur moyenne de 2 mètres environ et la plupart mesurent en dessous de 4 mètres de profondeur. Ils ne sont pas toujours tous visibles, c'est parfois dans des propriétés privées, mais certains font beaucoup parler d'eux parce qu'ils se trouvent soit sous la chaussée, soit en bordure d'immeubles. Pour plonger à l'intérieur d'un exemple bien plus massif, traversons l'Atlantique pour rejoindre aux États-Unis le Kentucky. La scène se passe à l'intérieur de ce dôme, dans un musée dédié à des voitures de collection. Ici aussi, en février 2014, un trou de très grande taille s'ouvre subitement. Ces images impressionnantes nous permettent de plonger à l'intérieur. On y découvre d'immenses parois verticales de 9 mètres de haut. Et au fond, 8 voitures corvettes englouties au milieu de matériaux effondrés. Les conséquences peuvent être très importantes. Dans cette vidéo assez dramatique qu'on a coupée, ce motocycliste va décéder, emporté par surprise par un de ces effondrements. Cette scène se déroule à Séoul en Corée du Sud en 2025, mais on compte aussi plusieurs morts dans 2 effondrements à Guatemala City en 2007 et 2010 et un mort dans cette maison effondrée en Floride en 2013. I heard a noise, something you'd see in a movie. Grabbed a shovel, trying to dig holes, and I just couldn't do nothing. Ces cas restent heureusement assez rares car ils impliquent que les personnes soient présentes au moment précis de l'effondrement. Nous, on a souvent des fontis qui sont pas trop profonds, donc même si ça s'ouvrait, il n'y aurait pas trop de dégâts, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Cette autre scène se passe encore en Floride en 2013. Cet immeuble de 3 étages d'un complexe hôtelier près du parc Disney est emporté par un trou de 30 mètres de large. Il n'y a pas de mort, mais le bâtiment doit être complètement démonté et ne sera pas reconstruit. Ces effondrements, ils peuvent aussi frapper des canalisations d'eau ou de gaz ou encore des routes.
En Équateur, en 2008, un impressionnant trou de 120 mètres de large emporte cet important carrefour routier, le bloquant ainsi pendant plusieurs mois. Le coût total de la catastrophe pour la ville et les habitants dépasserait l'équivalent de 113 millions d'euros. Pour comparer, 100 millions d'euros, c'est ce qu'a débloqué l'État à partir de mars 2025 pour aider Mayotte à réparer les infrastructures publiques endommagées par le cyclone Chido. Aux États-Unis, au total, ces types d'effondrements coûteraient à minima 256 millions d'euros par an, selon cette estimation qui précise que c'est sans doute beaucoup plus car il n'y a pas de suivi global de ces phénomènes. We've been here 35 years since it was built. Racing around in the morning was one thing, but shutting that front door was emotional. But I mean, everybody was safe and that's the important thing. En voyant tous ces cas dans le monde et en France, et aussi des risques de multiplication dans certains endroits, j'ai voulu comprendre comment ils pouvaient concrètement se produire comme ça du jour au lendemain. France, commune de Gilly, 2007. Ici, en un seul printemps, plus d'une trentaine d'effondrements apparaissent subitement. Rien que dans ce champ, on en dénombre 14. Non loin, cet autre trou au pied d'une maison s'étend sur plus de 10 mètres de large. Et un autre déstabilise ce camion de pompiers. Cet exemple exceptionnel, il va nous permettre d'explorer ce qui conduit à l'apparition soudaine de ces trous. Déjà, ici comme dans d'autres endroits, les sous-sols sont des systèmes karstiques. Les karstes, ce sont des paysages que l'on trouve dans plusieurs endroits dans le monde. En gros, ils sont composés de roches solubles comme du calcaire qui sont sculptées par l'action de l'eau et d'autres processus naturels sur des temps généralement très longs. Ça peut par exemple former des grottes ou des cuvées de grande taille qu'on appelle des dolines. Ça vient du mot ancien dolina qui veut dire vallée, qui veut dire cuvette. Donc ça va être des érosions souvent dues à la pluie, dues à des circulations d'eau, des altérations chimiques. Elles peuvent aussi créer des micro-habitats très spéciaux qui permettent d'abriter des fleurs, des arbres ou encore des animaux uniques. En Chine, ça s'appelle des tianken et on en a qui sont vraiment gigantesques. Elles font 600 mètres de diamètre, 600 mètres de profondeur. La plus grande s'appelle le gouffre céleste et elle abrite énormément d'espèces végétales. On en a aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on en a au Sultanat d'Oman, le Mont Gambier en Australie, on en a dans le Var. La dissolution, c'est une action chimique qui prend énormément de temps. Donc les dolines apparaissent au fur et à mesure et puis continuent à évoluer avec le temps. Mais ces paysages karstiques sont aussi propices à des effondrements bien plus soudains. Retournons justement à Gilly où des chercheurs du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et notamment Gildas Nouri, viennent observer 39 déformations dans le sol. Et selon eux, au moins 12 dont celles-ci sont vraisemblablement d'origine karstique. Voici plus concrètement ce qui a pu se passer. Il faut imaginer d'anciens gouffres ou conduits de grande taille rebouchés depuis longtemps. S'il pleut, les infiltrations d'eau peuvent entraîner progressivement la partie basse de ce bouchon, jusqu'à le faire s'effondrer complètement. En 2016, une série de fortes précipitations aurait ainsi mené à l'apparition de ces trous en surface. Ce premier processus, on l'appelle le débourrage. Mais ce n'est pas la seule surprise que peut réserver un paysage karstique. Cette photo est prise à une quinzaine de kilomètres de là, cette fois en mars 2021. Ce trou-là, il serait dû à un autre processus. Alors on a toujours une couche de roche karstique, sauf que cette fois il n'y a pas de gouffre, mais des sortes de petites failles suffisantes pour permettre des infiltrations. Le tout est recouvert par une couche de terre ou d'autres matériaux. Sous l'effet de la pluie, par exemple, l'eau entraîne petit à petit avec elle la couche de surface, créant ainsi une cavité de plus en plus grosse, invisible depuis la surface. Jusqu'au jour où il n'y a plus assez pour retenir la dernière couche qui s'effondre. Ce deuxième processus s'appelle lui le soutirage. Il existe d'autres processus, mais le débourrage et le soutirage font partie des plus courants en France. Les processus naturels liés aux karstes, ce sont aussi eux qui sont à l'origine de plusieurs effondrements en Floride. Mais dans d'autres cas à travers le monde, ce sont des actions humaines qui sont directement en cause. Revenons à Gilly et aux 14 effondrements de ce champ. Des fouilles dans les archives permettent de mettre la main sur ce plan et de découvrir une ancienne carrière souterraine située juste en dessous du champ. C'est donc celle-ci qui est probablement à l'origine de ces mouvements. À Lyon, plusieurs effondrements sont également dus à des souterrains d'origine humaine. L'un des processus qui peut entrer en jeu ici s'appelle la remontée de cloches de Fonty. On a une galerie et le toit de la galerie commence à se décomposer et puis ça remonte progressivement et une fois en haut, il reste plus qu'une très fine lamelle de matériaux et quand ce matériau cède, le fontis apparaît. Donc entre le moment où le fontis commence à se construire et le moment où il apparaît, il peut y avoir plusieurs années. Les cavités humaines en cause peuvent être très diverses. Dans notre cas à Amiens, ce serait une cave, à Guatemala City, un ancien réseau d'égouts et à Quito en Équateur, un tunnel canalisant une rivière. À Paris, il y a eu de nombreuses carrières, maintenant certaines sont visitées, les catacombes, et on a des effondrements qui se font. Dans les villes minières, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Nancy, on a vu aussi apparaître des fontis sur des mines abandonnées. À Lyon, plusieurs souterrains en cause sont d'anciennes galeries de captage d'eau qui peuvent remonter au Moyen-Âge, voire à l'Antiquité.
on est dans une galerie. C'est des amorces de fontis. Toutes ces zones-là, c'est des zones à Lyon où on a énormément de galeries de drainage d'eau. Il faut savoir que les Romains habitaient en haut des collines et avaient besoin d'eau. Donc, ils ont creusé des puits et des galeries de drainage pour récupérer de l'eau. Ça a continué pendant des années, jusqu'à ce que l'eau arrive au robinet. Et à partir de là, on a perdu la trace de ces galeries. Il y a des kilomètres de galeries sous ces collines et malheureusement, elles sont le siège de nombreux fontis. On a des galeries qui s'appellent les arènes de poissons, qui sont des galeries romaines. Ça fait 2 km de long. C'est un truc qui est mythique. C'est super dangereux. Et ça a été redécouvert parce qu'il y a un fontis qui est apparu. Et c'est un trésor au niveau archéologique. Je n'ai pas trouvé d'explication précise pour tous les cas que je vous ai montrés en première partie. En fait, ces différents processus et les facteurs aggravants peuvent parfois se mélanger, ou alors ne pas être précisément identifiés, car cela nécessite des investigations coûteuses à des moments où c'est généralement la sécurisation du site et sa reconstruction qui sont priorisés. Pour vous donner une idée générale, en Chine, sur 45 000 cas étudiés, environ 87% seraient dus à des causes humaines. Dans le Loiret, en 2016, au moins 47% étaient attribués à des cavités humaines. On peut avoir en France des fontis de 4, 5, 6, 10 mètres. Ça va vraiment dépendre de la cause du fontis. Si on a une galerie en dessous creusée par l'homme, souvent c'est de la largeur d'un homme. Si c'est plutôt un fontis qui se déclare dans une zone où en dessous on avait des carrières, ça va être beaucoup plus large. Parfois, on se demande vraiment où sont passés tous ces matériaux. Les matériaux, souvent, se retrouvent en fond de galerie et les particules les plus fines, elles, sont entraînées par l'eau, donc vont aller beaucoup plus loin. Face à ces effondrements parfois effrayants, y a-t-il des options pour se protéger ? Immédiatement, les services techniques sont intervenus pour cantonner et sécuriser le site assez largement parce qu'on avait peur d'éboulements complémentaires éventuellement. Si on replonge dans plusieurs exemples satellites, on peut voir que ces trous sont ensuite rebouchés. De plus près, voici ce que ça donne par exemple à Saint-Étienne. On va prendre les mesures nécessaires pour protéger la population, savoir si on va évacuer la zone, si on va juste mettre des barrières autour et déclencher très rapidement des études pour pouvoir le conforter au plus vite. On va aller enlever toute la partie qui risque de s'effondrer et on va venir remblayer la zone et éventuellement mettre des grilles par-dessus pour permettre de nouveau une circulation. Mais le rebouchage peut être plus ou moins efficace suivant les matériaux utilisés et les caractéristiques du trou. On peut très clairement le voir en reprenant cet exemple en Floride où le trou est rebouché avant de s'ouvrir de nouveau une première fois, puis une deuxième fois dans les années qui suivent. Par ailleurs, c'est une solution qui intervient a posteriori. Alors j'ai demandé à Catherine Potier s'il existait aussi des solutions en amont pour tenter d'éviter ces catastrophes. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'une partie des causes de ces effondrements sont liées à des terrains karstiques. Plusieurs scientifiques ont cherché à cartographier ces zones dans le monde qui couvrent environ 15% de la surface de la Terre où vivent 16,5% de la population mondiale. On a vraiment des zones karstiques qui sont très bien repérées, très bien connues des géologues. Par exemple, dans certains pays de l'Est, on a des zones complètement karstiques, donc on sait qu'on va avoir ce type de phénomène. Pareil en Chine. Si on zoome en France métropolitaine, les roches karstiques sont présentes sur environ 40% du territoire et se trouvent à ces endroits. Une première réponse, c'est de tenter de surveiller ces milieux à l'aide d'études des sols ou d'observations satellites par exemple. En Floride, des scientifiques ont entraîné un modèle numérique avec 65 ans de données d'effondrement. Ceci leur aurait permis de prévoir ces risques avec une précision de 94%. Comme on l'a dit, une partie de ces effondrements sont dus à des cavités comme les carrières. Sur ce point, plusieurs pays mènent des recensements de ces vides souterrains. Voici par exemple ce que donnent les estimations des densités de cavités en France. Ok, mais si on vit dans ces zones, qu'est-ce qui peut être fait pour tenter d'éviter ces effondrements ? Certaines villes regardent de plus près leurs fontis et font aussi des classifications, donc savoir la taille moyenne et quel type de fondation préconiser aux aménageurs pour pouvoir éviter d'avoir un fontis sous un bâtiment. Ça fait partie des risques qui existent et qui sont présentés au moment de l'achat. À Lyon, des zones à risque géotechnique ont été définies pour que les bâtiments construits dans ces zones disposent de fondations spécifiques. Certaines zones peuvent aussi être renforcées ou stabilisées, par exemple à l'aide de renforcements géosynthétiques. À Lyon, quand on découvre une galerie, il y a un service spécifique qui va bétonner toute la galerie pour qu'il n'y ait pas de remontée de fontis. Certains pays ne sont pas du tout sensibilisés à cette phénoménologie. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que la plupart des processus d'effondrement qu'on a vus, ils peuvent être accélérés ou aggravés par des phénomènes naturels externes tels que des sécheresses, du gel ou des précipitations plus intenses qu'habituellement, comme à Gidi en 2016.
Le changement climatique, en favorisant certains de ces phénomènes naturels extrêmes dans certains endroits, peut ainsi accélérer ou amplifier ces effondrements selon plusieurs études. Sur ce point-là, réduire nos émissions de gaz à effet de serre peut donc permettre de limiter en partie l'aggravation de ces phénomènes. Dans les deux cas, oui, c'est des phénomènes qui peuvent s'aggraver à l'avenir. On sait qu'on a des phénomènes de précipitation qui évoluent, qui sont assez différents. Enfin, d'autres mesures préventives consistent à limiter d'autres facteurs humains qui peuvent jouer sur ces processus que je vous ai décrits. Pour n'en citer que quelques-uns, on peut éviter de construire ou de déplacer de lourds engins sur certains terrains à risque, éviter de supprimer certaines zones de végétation qui limitent les infiltrations, éviter de percer certains forages ou bassins, ou encore entretenir d'anciennes canalisations pour éviter que l'eau s'en échappe. Il y a des éléments déclencheurs, bien sûr la gravité, mais il y a aussi l'eau, qui est un phénomène extrêmement important. Une fuite d'eau, des fortes pluies sont des phénomènes déclencheurs. On a des organismes spécialisés qui cartographient ces risques et le risque de fontis, comme tout risque, est connu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci aux personnes qui m'ont répondu et notamment à Gildas Nourri du BRGM pour ses mails détaillés, ainsi qu'à toutes les équipes de Brut. Et à très bientôt pour creuser un nouveau sujet.